écoutez, on va passer à la dernière séquence et pas la moindre de notre journée, donc sur l'agronomie. Donc je vais appeler le président Panet, fidèle au poste, pour faire une petite introduction. Donc comité animé également par Honoré avec Clara en appui. Claude, écoute, vous avez la parole. On a une petite demi-heure de retard, mais comme on avait prévu 30 minutes de rab, on va dire que si vous tenez l'heure, on sera bien. Voilà. Merci Yann. Donc en tant que président, je vais vous présenter... Oui. Donc tout d'abord la constitution du Conseil, pour rappel, donc, qui est très bien représentée, des ingénieurs, des semenciers, des organismes, et puis quelques agriculteurs qui représentent des structures. Et la nouveauté sur 2024, c'est qu'on a constitué 4 groupes de travail afin de gagner du temps dans notre organisme. Donc le groupe agronomie, le groupe variété, donc vous voyez les thèmes qui sont travaillés, le groupe exploratoire et le groupe aménité. Tout ça pour qu'il y ait un groupe qui réfléchit et qui propose au conseil d'administration afin de gagner du temps. Maintenant, je vais vous faire l'introduction. Ce sont les travaux qui ont été faits en 2024, donc vous pouvez les lire, je ne veux pas relire. Et puis, je vais vous faire une introduction sur les travaux 2025 à travers les interlocuteurs qui vont prendre la parole derrière moi. Donc, pour nous, le CERA, nous voyons plusieurs intérêts à travailler. Tout d'abord, l'étude Valo-Luz, donc qui met en évidence l'impact de la luzerne sur l'économie de la ferme et sur les rendements des autres cultures. Donc ça va être fait par un interlocuteur. Ensuite, le carbone, parce que si on a parlé du carbone ce matin dans l'alimentation, eh bien, il y a aussi le carbone, la plante luzerne et le sol. Donc, faut reconnaître les données du stockage du carbone dans l'outil AMG qui nous a été présenté par l'INRA, donc par M. Thiebaud, qui est là parmi nous, et l'intérêt pour les blés, puisqu'aujourd'hui vous avez aussi des contrats qui commencent à se développer, des contrats bas carbone. Donc ça, le CERA le travaille. Ensuite, alors je vous présente un petit peu dans le désordre, ça va pas être... Ensuite, le dossier semences, parce que là, le dossier semences, il y a quand même aujourd'hui des questions, des remarques sur des semences qui vont pas bien, qui sont un peu, on va dire, polluées, mais bon, ça c'est entre guillemets. Et c'est quand même un dossier, et on va rencontrer une station de semences, en l'occurrence, si c'est de Seriance à Poitiers fin mars, pour parler de tous ces problèmes-là. Ensuite, il faut quand même savoir que les semenciers, bon, certes, ils travaillent, ils font ils ont des parcelles d'essai sur les nouvelles variétés, mais aussi nous on fait nos parcelles à l'intérieur du comité agronomique, et en l'occurrence Luzerne de France. Et il faut savoir que les semenciers participent à ces plateformes-là, et parce que toutes les analyses chimiques sur la plante sur la luzerne, à travers la protéine, tout ça, c'est nous qui le faisons, c'est la filière, et on renvoie ces factures aux semenciers. Et je tiens quand même à les remercier au passage, c'est qu'on ne fait pas de rappel, hein. L'argent vient tout de suite, et il y en a pour un peu de sous quand même. Donc ça, c'est quand même, faut quand même savoir le dire. Alors certes, il y a des problèmes, mais on travaille là-dessus. Ensuite, si on parle luzerne, la luzerne, pour avoir un revenu, il y a 3 composantes. Il y a faire du rendement, il y a le prix, et il y a ensuite les charges. Et moi, en tant qu'agriculteur, je pense qu'on doit défendre l'agronomie, c'est-à-dire la partie désherbage, parce que ça, le désherbage aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très, très important, parce que pour vendre de la luzerne, il faut avoir de la luzerne commerciale, c'est-à-dire loyale, marchande, et qu'elle soit en bio ou qu'elle soit en conventionnel, on travaille le sujet conventionnel à travers les firmes, les produits. En l'occurrence, on a quand même retrouvé un produit qui s'appelle l'Onyx. Et puis, en plus, il y a le désherbage mécanique.
Et ça, donc, ça va vous être présenté. Il y aura une petite présentation, un petit film. J'aurais aimé qu'il y ait 2 interviews, mais bon, l'agriculteur, il ne pouvait pas venir. Enfin bon, ça c'est. Et puis ensuite, alors ça, vous me connaissez, le cheval de bataille, c'est que si on veut produire, il faut mettre de l'engrais dans les sols. Et ça, la fertilisation, comme l'a rappelé Pierre Bégot tout à l'heure, s'il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de protéines. Et c'est vrai, c'est une année qui n'est pas facile. Oui, tout le monde va fermer les vannes, mais si on ferme les vannes, faut travailler quand même l'engrais. Et à travers l'engrais, il y a aussi aujourd'hui les amendements organiques. Et ça, je vous en parle tous les ans. Il y a quand même aussi des choses à faire là-dessus. Parce que moi, personnellement, sur l'exploitation, en plus du minéral, on met vinasse, on met des fiontes et on met du digesta. Et je peux vous dire que ça parle. Et alors certes, on ne fait pas n'importe quoi, on regarde les coûts. Mais à travers, il y a quand même la fumure qui est là, mais il y a l'organique. Avec l'organique, il se passe quelque chose. Alors certes, il y a aussi un peu l'azote. Quand vous mettez ça derrière la première coupe, il se passe quelque chose. Mais bon, aujourd'hui, en bio, on peut mettre des engrais organiques. Je ne vois pas pourquoi que nous, on s'en priverait. Il y a quand même... Et si on veut faire du rendement, il ne faut pas fermer les vannes de l'engrais. Donc ça, c'est le rôle du CERA. Et puis... Donc oui, ensuite, on va faire un déplacement, là, je vous l'ai dit. Voilà tous les thèmes qui vont vous être présentés. Et puis, en conclusion, je remercierai quand même nos animateurs, Honoré et Clara, pour le travail qu'ils font, pour les dossiers qu'ils nous amènent, parce que quelque part, il y a des groupes de travail, tout le monde travaille, mais il y a des dossiers qui sont amenés. Et puis, je remercie aussi tout le conseil, parce qu'il y a vraiment une équipe formidable, il y a des beaux échanges. C'est bien construit, et je remercie tout le conseil d'administration pour l'assiduité qui est au travail, pour le travail qui est fait. Donc, merci à tous. Je tenais à vous le dire. Maintenant, je laisse la parole. C'est Clara, première, non? Qui est-ce qui parle? Je sais pas, c'est toi qui reprends le micro, vas-y. Merci beaucoup, Claude. Merci à toi pour la présidence du CERA, et ta présence et tes orientations toujours dans nos travaux. Merci pour cette introduction. Alors, je voulais juste rapidement revenir pour vous donner quelques infos, parce que c'est vrai que Clara, alors là, c'est sa première journée technique. Vous l'avez vu l'année dernière pour ceux qui étaient présents au séminaire Luzerne 2026, mais donc on s'est un peu, comme on est 2 maintenant sur ces sujets Sénat-CERA, on s'est un petit peu restructuré. Donc en fait, on a pris chacun des dossiers, et puis il y a des dossiers transverses qu'on travaille en commun. Donc voilà, il n'y en a pas un qui est sur le CERA, un qui est sur le Sénat. Je voulais quand même le rappeler juste pour la transparence et puis votre compréhension de comment on fonctionne. Voilà, bon, je ne reviens pas sur les dossiers, comment on se les est partagés. J'ai pris les plus faciles, je vais donner les plus compliqués en gros, hein, si vous voulez le... Et puis voilà. Et puis on accueille aujourd'hui donc un nouveau parmi nous, de la Chambre d'agriculture de la Marne, qui est Freddy. Et voilà, donc c'est super qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Il est arrivé mardi de la semaine dernière. Donc il remplace Yann Barrois, qui est finalement resté un an, un tout petit peu plus d'un an, en remplacement de Damien Larbre, qui est que vous connaissez tous pour les anciens de la filière. Et donc qui est à 50%, et donc en fait qui fait partie de l'équipe aussi du CERA. Hein. Donc voilà, Freddy, si tu veux venir et puis dire quelques mots sur ton parcours, voilà, puis te présenter un peu. Là, tu as tout le monde, alors il faut en profiter. Bonjour tout le monde. Donc oui, comme Honoré l'a dit, j'ai rejoint la Chambre mardi dernier, donc un peu plus d'une semaine. Donc tout jeune à la Chambre. Donc je commence à voir les différents dossiers avec Honoré. Donc le dossier, comme on a parlé, suivi des semences dans les collections variétales, notamment celle à Sommevel. Le dossier des herbages mécaniques. Ensuite, je prends les dossiers un par un. Sinon, j'étais depuis 24 ans au service agronomique chez Bonduel. Donc toujours avec une partie pleine, vision d'ensemble sur les pois, haricots, flageolets. Vision industrielle, faire le lien entre les deux. La vision expertise variété, surtout en pois. Donc, entre autres, l'agriculture de régénération. Et donc, je me dis que il y a pas mal de points communs avec la Luzerne. Et j'ai hâte d'attaquer vraiment, de faire le tour de tout le monde et de rester un peu plus longtemps qu'un an, du coup. 17 ans Bonduel, 24, j'espère faire 17 ici à la Chambre. Voilà, si
vous avez des questions. Et je suis basé ici à la Chambre, donc le bâtiment d'à côté. Voilà. Ça va comme ça ? Ouais, très bien. Merci beaucoup, Freddy. Bah bien, encore bienvenue, en tout cas, dans la filière. Très content de t'accueillir. De toute façon, tu restes sur les légumineuses, donc haricots, flageolets, à petits pois. Voilà, donc la luzerne, c'est à peu près la même chose. C'est un peu plus coriace, peut-être, la luzerne. Ok, voilà, c'était pour cette introduction. Claude a parlé rapidement des groupes de travail du CERA. Donc il y a 4 groupes de travail qui ont été... Bon, je ne vais pas vous commenter la slide, mais on a 4 groupes de travail. Donc il y a un groupe agronomie que Freddy va piloter. Il y a un groupe variété sur la partie génétique que je pilote. Un groupe exploratoire avec des sujets un peu plus... voilà, qui traînent, que je pilote. Et puis il y a un groupe aménité, donc qui est un gros morceau où on a tous les sujets carbone, biodiversité, etc., qui est piloté par Clara. Voilà. Alors maintenant, sur le programme de notre présentation CERA, on va commencer par un petit point essais variétaux, rappel technique, que voilà, je voulais faire parce qu'à la journée technique, historiquement, Damien, parce que la dernière fois qu'on était ici, c'est Damien qui avait présenté, faisait, donc pour rappeler un peu, suivant les années, c'était un coup le désherbage, un coup fertilisation. Donc bon, là, je vais faire quelques petits rappels. Ensuite, on aura une présentation par Clara d'un travail qui a déjà été présenté, mais à un stade beaucoup plus amont ici, qui est sur la valorisation économique des atouts agronomiques de la luzerne, donc ce qu'on appelle Valoluz, et un dossier qui est très très bien avancé aujourd'hui, qu'on va publier sous forme d'un article scientifique à l'association francophone des prairies et des fourrages, donc une des premières publications scientifiques vraiment 100% issues du travail ici là, du syndicat, donc c'est plutôt pas mal, c'est une fierté, donc vous allez voir, ça va sûrement être intéressant. Après, on va parler rapidement de CEPP. C'est juste simplement pour suivi, pour info. De désherbage mécanique, quand même. C'est un de nos gros dossiers là, cette année. Freddy en a parlé. On a une plateforme d'essai à Sommevel avec Arvalis. Il y a Raphaël qui est là quelque part dans la salle aussi d'Arvalis qui travaille avec nous là-dessus. On va parler un petit peu stockage de carbone avec une étude qu'on a faite avec AgroSolutions. Et puis, on laissera la main ensuite à Philippe Robert pour nous faire la restitution de l'étude Lusazote sur l'influence des épandages d'effluents de voies humides sur la luzerne et comment l'azote évolue dans le profil de sol. Étude qui nous avait été demandée puis qu'on n'avait pas restituée en fait à l'ensemble de la filière pour l'instant. Donc c'était l'occasion. Voilà. Alors un tout petit point de rappel sur Agroluz. C'était l'occasion de faire le rappel un peu à tout le monde aujourd'hui. Donc Agroluz, vous vous souvenez qu'on est parti sur un panel maintenant, donc dans cette enquête-là, chaque COP a maintenant un panel d'agriculteurs, plus ou moins grand selon la taille de la COP. Ces agriculteurs-là doivent répondre. L'objectif, c'est de les suivre année après année pour qu'on sache un petit peu sur les mêmes agriculteurs comment leur pratique évolue. C'est une option qu'on a choisie avec le conseil d'administration de Luzerne de France pour un peu solutionner notre problème de réponse, parce qu'on avait souvent pas assez de réponses. Donc voilà, on fait ça. Mais l'enquête reste ouverte à tous. Donc on a ce panel, et à côté de ça, ça reste ouvert pour tout le monde. Donc on va analyser les deux ensemble et le panel séparément. Voilà, c'est ce qui est prévu pour cette année. On a publié un petit document Agroluz, c'était l'an dernier, qui intègre maintenant une partie économique sur Valoluz, l'intérêt de la luzerne dans la rotation. On a l'ambition cette année, et on va le faire, de mettre aussi les résultats des essais variétaux. L'idée, c'est que ce document Agroluz, ça devienne un document de référence sur la luzerne, pratique agronomique, variété, technique. C'est un document tous les ans qui est mis à jour et que tout le monde, qui est à destination des agriculteurs, quoi. C'est vraiment de renforcer un peu ce document-là et d'en faire quelque chose de plus utilisé, plus utile. Voilà, tout ce que je voulais dire. Et l'objectif, c'est qu'on ait imprimé Agroluz au mois de mai. Comme ça, il peut être distribué au mois de mai et finalement, tout le monde là avant la campagne, si c'est les choix de semences, ça peut être utile aussi pour ça. Alors, les essais variétaux, rapidement. Donc, pour rappel, on a 3 plateformes d'essais variétaux. Alors, depuis 2022, la 3e plateforme, si je ne dis pas de bêtises, qui est à Auménencourt, donc dans les Ardennes, dans le nord de la Marne. Pardon. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Hein.
Le point n'est pas bon. C'est ça qui m'a induit en erreur. Donc tous les semenciers hein, oui, c'est ça. Il faut savoir quand même, hein, ce qui est un succès sur ces essais-là, comme le disait, c'est Claude qui le disait en introduction, on est à ma connaissance, on est la seule filière végétale où le syndicat la filière en tout cas, donc les représentations de la filière, fait des essais post-inscription donc indépendants. Donc une fois que le semencier il a inscrit la variété, il y a un essai indépendant qui estime cette variété, comment elle se positionne par rapport aux autres, avec l'ensemble des obtenteurs. Donc là, on a l'ensemble des entreprises qui créent des variétés de luzerne dans cet essai-là. Donc c'est quand même un budget, pour que vous l'ayez en tête, par an, c'est à peu près un peu plus de 50 000 € quand même ces essais-là. Hein. Donc, sur lesquels on partage le coût avec les semenciers. Mais c'est un dispositif qui est important et qui est assez unique. Et donc les semenciers, ils tiennent beaucoup. Et nous, on y tient beaucoup aussi. Mais voilà, on va essayer de faire en sorte que les résultats soient plus diffusés, que ce soit auprès des agriculteurs ou auprès des distributeurs. Parce que c'est bien souvent en fait, les distributeurs qui vont faire quelle variété va être utilisée. Et donc c'est aussi là qu'on a un sujet à travailler. Bon, là, j'ai remis plus pour l'image hein, plutôt que pour réfléchir sur le fond. Les résultats des essais variétaux, ils sont présentés sous deux formes aujourd'hui. Donc ça, c'est la forme historique. C'est un graphique. Donc vous voyez, ici, c'est la moyenne. Alors là, c'est le semis 2022. Donc c'est des luzernes qui ont été récoltées en 2023-2024. Et donc finalement, vous voyez que le point rouge, là, c'est la moyenne 1 an. Normalement, c'est une moyenne 2 ans. Mais c'est comme ça que les variétés se classent. Donc là, c'est sur une base 100 du rendement moyen de toutes les variétés, comment chaque variété se positionne par rapport à cette base 100. C'est un peu la même chose que ce qui est fait dans les autres espèces. Hein. Et puis, il y a une autre façon de présenter qui est celle-ci, sous forme de tableau. Alors, à gauche, le rendement, à droite, la protéine. Avec, pareil, toujours ça, c'est la moyenne, vous voyez, en rendement ou en protéines. Et puis, à chaque fois, comment les variétés se positionnent par rapport à cette moyenne. Donc, il y aura ces deux présentations-là. Un petit point sur la fertilisation que je voulais refaire parce que je pense que ça peut valoir le coup, comme le disait Claude. La fertilisation en soufre. Alors la filière a fait une étude. Alors j'ai plus en tête la date, mais c'est 2015. 2015-2016, ça a dû être sorti en 2016. Et donc l'idée c'était de faire plusieurs traitements de fertilisation soufrée et de voir si on avait un effet sur le rendement et la protéine. Le résultat de cette étude, qui avait été partagée à l'époque, hein, c'est que, en fait, vous voyez, là on est sur le rendement. Tout le cadre qui est rouge ici, c'est les traitements qui ont été fertilisés en soufre. Donc ici, il n'y a pas eu de fertilisation soufrée. Il y a eu de la potasse, plus ou moins de potasse selon le gradient. Il n'y a pas eu de soufre. Ici, il y a du soufre. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, sur les rendements, en fait, ici, on est à peu près à... Les croix vertes, c'est le rendement total cumulé de toutes les coupes. Vous voyez qu'on est autour des 10 tonnes. Ce n'est pas une super année, je pense, l'année en question. On est autour des 10 tonnes. Et quand on ajoute la fertilisation soufrée, on est au-dessus des 12 tonnes. Donc là, on a gagné 2 tonnes. Donc c'était quand même très, très significatif. Et ça, d'ailleurs, à partir de 50 unités. Hein. Le T5, c'est 50 unités de soufre. Et puis sur la protéine, alors l'effet est un petit peu moins fort, mais il est quand même très présent, puisque là, on a quasiment 1 point d'écart. Pareil, hein, c'est là le même schéma. T5, c'est 50 unités de soufre. On a 1 point d'écart en protéine lorsqu'on apporte 50, 60, 80 unités de soufre. Donc, ne pas oublier la fertilisation soufrée. Parce que le rapport investissement, j'aurais pu faire le calcul, hein, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujet. Hein. 2 tonnes. Voilà. Et puis, voilà, après ces petits rappels, je ne sais pas s'il y a quelques questions par rapport à ça. Rapide ou pas? Non, pas spécialement. Si? Oui, bonjour. Il y a une question, il y a un point qui serait intéressant à corréler avec la question des aménités. C'est la capacité de la luzerne à produire, selon les variétés, plus ou moins de nectar pour nos abeilles domestiques, mais aussi pour l'ensemble de l'entomofaune. C'est quelque chose qui n'est pas abordé, ça, actuellement. À ma connaissance, c'est pas du tout, effectivement, c'est pas du tout. Les semenciers regardent pas du tout ça, à ma connaissance. Nous, je pense qu'on pourrait travailler là-dessus aussi, hein, nous, en tant qu'association. C'est un point, c'est un point qui est sûrement intéressant, mais c'est vrai que les semenciers, déjà, il y a un point qu'ils travaillent pas, c'est le rendement grainé. Donc ça commence à leur poser des problèmes en termes de rendement production de semences.
Et donc là, ils sont en train d'y revenir pour remettre la variable rendement grainé. Et je pense que le rendement grainé doit être lié au nombre de fleurs, donc, et puis peut-être à l'attractivité des fleurs. Donc il y a sûrement un sujet autour de la quantité de nectar. Donc, mais c'est une discussion. On peut rentrer en compte. Enfin, je pourrais, Philippe, voilà, te donner des contacts de créateurs de variétés pour travailler le sujet. D'autres questions? Non? Bon, très bien. Comme on est un peu en retard, du coup, je laisse la parole à Clara pour parler de la valorisation économique des atouts agronomiques de la luzerne. Merci. Merci. Alors, comme on disait en introduction, donc cette étude, c'est la suite d'une première étude qui avait été présentée avant que j'arrive à la précédente journée technique et qui s'intitulait « Oser ancrer ». Donc cette étude, au départ, elle avait été faite par des centres de gestion. Donc, il me semble que c'était AS Entreprises qui était à l'initiative et rejoint ensuite par le CDER. Et là, l'étude que je vous présente aujourd'hui, elle est construite en collaboration du coup avec ces deux centres de gestion. Voilà, donc notamment avec Thomas Herbin qui est là aujourd'hui et puis avec Olivier Josselin. Et voilà, on s'est mis tous ensemble sur cette étude. Donc il y a aussi Didier Coulmier qui a participé à la réflexion. Donc pourquoi cette étude? C'est la problématique de la marge de la luzerne. Voilà, c'est une culture qui est en forte concurrence avec les autres cultures de la rotation dans les assolements, notamment dans les assolements marnais. Donc avec des années où elle s'en sort plutôt bien, comme en 2023 où on voit qu'elle a la deuxième marge nette moyenne, et des années où c'est plus difficile, comme en 2022 et probablement l'année dernière aussi. Et peut-être cette année, on ne sait pas. Pourtant, c'est une culture qui a plein d'atouts agronomiques que je pense que vous connaissez bien. Mais on se demande comment ces atouts ils se valorisent. Est-ce qu'on peut mettre un chiffre économique derrière tous ces atouts de la luzerne? Et donc, c'est ce qu'on a cherché à faire dans cette étude. Donc, pour ça, on s'est appuyé sur les données et le travail de deux centres de gestion, comme je disais au début. Donc, c'est des données qui concernent 5 années d'études, donc de 2018 à 2022. C'est en moyenne 659 exploitations par an, donc c'est un grand échantillon, avec en moyenne 162 hectares de SAU, et on a pris les exploitations sans culture spécialisée. Donc, par exemple, il n'y a pas d'exploitation qui produisent de la pomme de terre. Voilà, là, c'était pour pouvoir comparer les chiffres, vous allez voir ensuite, pour avoir des exploitations semblables à comparer. Donc, on est bien sûr, du coup, situé dans la Marne. Voilà, donc les données qu'on utilise, c'est des données qui concernent l'assolement et les rendements des principales cultures qu'on retrouve dans la Marne. Donc on a le blé, le colza, le pois, l'orge d'hiver et de printemps, la betterave et bien sûr la luzerne. On a aussi dans cette étude du coup utilisé les données qui concernent les charges opérationnelles, donc les charges d'engrais, les charges de semences, les charges de produits phytosanitaires et les charges de mécanisation. Et ensuite, on a aussi étudié les données qui concernent plutôt l'analyse financière, donc le taux d'endettement, les annuités, le résultat d'exploitation et le BE. Donc la méthode de cette étude, en fait, on compare des exploitations qui n'ont pas de luzerne aux exploitations qui ont de la luzerne. Donc ça, c'était déjà le cas dans l'étude Oser ancrer. En fait, on avait des groupes, donc du coup le groupe 0% luzerne, et puis 3 groupes avec de la luzerne, donc graduellement en fonction du pourcentage de luzerne dans l'assolement. Donc pourquoi? Pour avoir des groupes à peu près de taille équivalente pour pouvoir les comparer entre elles. Voilà, une exploitation avec 14% de luzerne, c'est pas forcément tout à fait la même qu'une qui a 0 ou 9% de luzerne. Voilà. Donc dans cette étude, du coup, c'est les données des 2 centres de gestion qui ont été fusionnés ensemble. On a vraiment regroupé les deux ensemble parce que les conclusions qu'on a au final, c'est les mêmes pour les centres de gestion, c'est juste pas toujours tout à fait la même échelle. Donc on a d'abord fait une analyse technico-économique avec les données qu'on avait, donc on est allé voir les rendements et les charges, comment elles évoluaient. Et ensuite on a fait une analyse financière, donc voir comment les endettements et les taux d'endettement, les EBE et les résultats d'exploitation évoluaient. Donc toujours en comparant du coup les groupes avec de la luzerne aux groupes sans luzerne.
Donc, pour commencer, au niveau des rendements, on a observé des résultats très significatifs sur toutes les cultures de la rotation, sauf le pois. Donc le pois n'est pas là, mais probablement lié au fait que le pois soit moins exigeant en azote, enfin, comme étant une légumineuse comme la luzerne. Du coup, on ne retrouve pas les mêmes conclusions. Mais par contre, sur toutes les autres cultures de la rotation, on a une vraie augmentation des rendements. Et dès qu'il y a un petit peu de luzerne dans l'assolement, même le groupe 0,9% luzerne, il se retrouve avec des rendements qui sont supérieurs. Alors quand il y a des petites étoiles, c'est que c'est à côté de l'use, c'est que l'écart est significatif. Voilà, on a fait un test statistique derrière pour voir si ces écarts étaient vraiment significatifs, mais au vu de la taille de l'échantillon, il était assez facilement. À part pour le colza, bon, ça ne marche pas toujours à chaque fois, mais le rendement reste quand même supérieur. Et enfin, ce qui est assez marquant, par exemple, c'est au niveau de la betterave, voilà, avec en moyenne plus 5 tonnes par hectare. Donc, ces évolutions de rendement, comment on les valorise économiquement, comment on met un chiffre derrière. Et donc là, je vous propose pour ça de prendre l'exemple d'une exploitation de 100 hectares avec 10 hectares de luzerne. Donc si on reprend notre betterave qui fait plus 5 tonnes par hectare, donc comme on a 18 hectares, ça nous ferait en moyenne plus 150 €. Donc ça, c'est des chiffres 2018-2022 que j'ai utilisés pour faire ces calculs. Donc là, par exemple, dans le cadre de la betterave, on a plus 150 € x 18. On a vu qu'il y avait des gains de rendement sur toutes les cultures de la rotation, donc il faut tous les prendre en compte. Et au final, du coup, on arrive ici dans ce cas-là à plus 8 000 € en tout. Et pour les rapporter aux hectares de luzerne, du coup, on les divise par 10. Et ça nous fait plus 800 € par hectare de luzerne, donc à ajouter à la marge de la luzerne. Donc c'est bien ce chiffre-là, du coup, comme on a vu, il est lié à toutes les cultures de la rotation. C'est vrai que souvent, on a tendance à se dire, après la luzerne, par exemple, un blé de luzerne, il va faire un rendement supérieur de plusieurs quintaux. Là, en fait, dans cette étude, on voit que c'est toutes les cultures de la rotation qui ont des rendements qui augmentent, donc notamment lié au fait que l'azote que restitue la luzerne après sa destruction, c'est pas que la première année, c'est aussi les années qui suivent. Et enfin, comme je vous disais, on observe, enfin ça c'est peut-être un peu surprenant, mais on observe ces augmentations de rendement dès les premiers hectares de luzerne. Dans le groupe 0,9% luzerne, on a en moyenne 6% de luzerne. Donc voilà, et ils obtiennent déjà des rendements supérieurs. Mais du coup, après avoir observé du coup, ces produits supplémentaires, qu'en est-il des charges? Donc là, on a fait toujours dans la même idée, en comparant le groupe 0% luzerne au groupe avec de la luzerne. Donc on observe que donc plusieurs variations de charges. On observe une augmentation des charges en engrais et une légère augmentation des charges en semences, qui paraissent plutôt explicables, donc notamment avec la fertilisation phosphore, potasse et soufre. Enfin, la luzerne est aussi une culture fertilisée, donc il n'y a pas une absence de fertilisation quand il y a de la luzerne, donc forcément le coût varie. Et donc on a des augmentations de charges, mais on a aussi des diminutions de charges, donc notamment sur le poste produits phytosanitaires. Et là, c'est assez flagrant, ça diminue. Plus il y a de luzerne, moins on utilise de produits phytosanitaires. Et enfin, on a aussi une diminution de charge au niveau de la mécanisation, donc avec une diminution beaucoup plus flagrante pour le groupe plus 14% luzerne. Voilà, peut-être que ça change certaines stratégies au sein de l'exploitation, comme la récolte est réalisée par la coopérative, du coup on a moins de mécanisation. Donc au total, au niveau des charges, comme on a des charges qui augmentent et des charges qui diminuent, donc par exemple si on prend le groupe du milieu, 9-14%, on se retrouve avec une faible variation de charge. L'augmentation de charges en engrais et en semences est compensée par la baisse des charges en produits phytosanitaires et charges de mécanisation. Du coup, si on revient sur notre exploitation de 100 hectares, où il y a plus 800 € par hectare de luzerne grâce au gain de rendement, et si on veut prendre en compte du coup cette variation de charge, on va faire moins 7 € fois les 100 hectares, donc on les prend en compte du coup par rapport au chiffre de cette étude. Donc
ça va nous faire moins 700 € divisé par les hectares de luzerne, ça va faire plus 70 € par hectare de luzerne. Petite erreur sur les moins, les plus, mais en gros, du coup, on a vu qu'il y avait plus de charges. Donc, c'est 70 € par hectare de luzerne qu'il faut enlever aux 800 € de produits supplémentaires. Et donc, du coup, on arrive à une marge supplémentaire estimée dans cette étude de 730 € par hectare de luzerne, du coup, à associer en plus de la vente de la luzerne. Et du coup, donc, au vu de ce qu'on observe dans cette analyse technico-économique, qu'est-ce qu'on retrouve dans le résultat financier? Donc, le premier point, c'est au niveau du taux d'endettement des annuités. Donc là, on a un taux d'endettement qui baisse significativement quand il y a de la luzerne sur les exploitations. Les annuités diminuent aussi, mais c'est moins linéaire. On va dire qu'entre les deux derniers groupes, ils sont presque au même niveau. Donc ça, on l'explique en partie par notamment la baisse des charges de mécanisation qui peuvent entraîner potentiellement des investissements peut-être un peu moindres pour les exploitations qui ont de la luzerne. Et surtout pour le groupe 14% luzerne, du coup, qui se retrouve avec le taux d'endettement le moins important. Mais ça, c'est pas forcément évident à analyser parce que ça peut dépendre aussi de la stratégie de chaque exploitation, de la stratégie d'investissement. Voilà. En tout cas, il y a quand même des chiffres qui sont significatifs sur le taux d'endettement. Ensuite, au niveau de l'EBE et des résultats d'exploitation, là, on a des groupes avec luzerne qui se retrouvent toujours au-dessus du groupe 0% luzerne, donc de manière plus ou moins significative, mais en tout cas jamais en dessous. Donc c'est le groupe 0,9% luzerne qui se détache. Donc dès l'EBE est toujours, toujours au-dessus aussi pour le résultat d'exploitation. Alors ça, peut-être qu'on peut l'expliquer en partie par les gains de rendement qu'on observe qui sont significatifs dans ce groupe-là, même s'il n'y a pas beaucoup de luzerne. Donc c'est d'arriver à trouver le compromis entre la quantité de luzerne qu'il faut au sein de l'assolement et pour permettre aux autres cultures de bénéficier des atouts de la luzerne, mais aussi ne pas trop diminuer les autres cultures qui sont importantes aussi pour avoir une marge moyenne sur l'exploitation suffisante. Donc, au niveau des chiffres, du coup, on a le groupe 0,9% luzerne qui se détache avec plus 59 €. Voilà, et les autres groupes qui sont au-dessus, mais un peu moins au-dessus. Et au niveau du résultat d'exploitation aussi. Le groupe 14% luzerne rattrape le groupe 9,14, lié probablement à la baisse des charges de mécanisation qu'on a observées. Voilà, après, on ne peut pas tout expliquer, mais en tout cas, les comparaisons qu'on a entre le groupe 0% luzerne et les autres groupes avec de la luzerne, ils sont significatifs, ou du moins au-dessus. Voilà. Donc, pour conclure, du coup, cette étude, donc on a vu que les exploitations qui avaient de la luzerne, elles obtenaient systématiquement des rendements supérieurs, quasiment systématiquement, à part une petite exception sur le colza, mais toujours supérieur. Ensuite, il y avait des variations de charges, mais elles étaient peu significatives, du coup, assez faibles, voilà, moins 7 € par hectare de SAU. Donc, on a vu aussi que, du coup, au bilan financier, on avait des endettements moins importants pour les exploitations avec de la luzerne, donc liés au fait qu'il y avait une diminution des charges de mécanisation, probablement, et qu'au final, on se retrouve avec un maintien de l'EBE, voire une augmentation de l'EBE et du résultat d'exploitation. Donc tout ça en lien avec les chiffres qu'on a vus dans notre exemple de l'exploitation avec nos 200 hectares avec nos 10 hectares de luzerne. Donc, du coup, quand on reprend le chiffre de cette marge supplémentaire qu'on a calculée dans cette étude, on voit qu'en fait, la luzerne, elle se retrouve avec une marge... donc si on prend en compte la marge nette plus la marge supplémentaire, on a une marge totale qui se retrouve au même niveau que les autres cultures dans la rotation, ce qui nous permet du coup de maintenir le BE, voire même de l'avoir supérieur, parce que c'est plus 730 € par hectare, mais ils sont importants. Et ce que je voulais ajouter aussi sur cette marge supplémentaire, c'est que c'est du coup une marge qui est
très résiliente parce qu'elle dépend de toutes les cultures de la rotation. Alors, s'il y a certaines années où des cultures se vendent moins bien ou réussissent moins bien, il y a aussi toutes les autres cultures qui comptent. Et donc, du coup, on peut conclure que la luzerne, c'est un levier clé de performance et de résilience pour les exploitations de Champagne-Crius. Si vous avez des questions, on va essayer d'éclaircir tout ça. Je vais attraper un... C'est surtout pour l'enregistrement. Une question, une remarque. Première question, ça ne concerne que des exploitations conventionnelles dans le panel? Oui. D'accord. Ouais, Parce qu'en bio, bien souvent, la proportion de luzerne est plus importante, donc c'était une première remarque. La deuxième, tu en parles, c'est la résilience. On a vu que sur les écarts types qui sont présentés, même s'il n'y a pas de valeur, on se rend compte que dès qu'il y a de la luzerne, les écarts types sont beaucoup plus réduits. Donc ça prouve bien qu'il y a plus de robustesse avec la luzerne. Et puis j'en profite comme Thomas pour le CDER et là dans la salle. Ma question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir cette analyse d'une année sur l'autre, de manière à ce que l'ensemble de nos adhérents qui comparent plutôt des marges brutes, qu'on puisse d'une année sur l'autre leur dire statistiquement, aujourd'hui, sur un panel de X exploitations, X centaines d'exploitations, sur l'année 2024 par exemple, ou l'année 2023, les années précédentes, on est capable de vous dire d'une année sur l'autre que si vous raisonnez en marge brute, pour comparer de manière un peu simpliste vos marges, statistiquement, et d'après les calculs d'AS Entreprises et du CDER, vous pouvez rajouter X centaines d'euros de l'hectare sur la luzerne de manière à comparer des choses comparables. Est-ce que cet indicateur-là, on pourrait l'avoir d'une année sur l'autre, de manière à comparer des carottes avec des carottes? On pourrait l'avoir. C'est ça qu'en fait on est en train de réfléchir à intégrer du coup à AgroLuz, à avoir chaque année une mise à jour de cette marge, donc de voir son évolution, de voir cette année-là concrètement combien c'est. La seule chose qu'il faudra prendre en compte, c'est qu'il y a un temps de décalage entre le moment où on a tous les chiffres et le moment où on peut les publier, où on peut les analyser. C'est 2 ou 3 ans. Enfin, on avait fait le calcul. C'est le seul point qui nous empêche un peu d'arriver jusque-là. Mais en fait, dans l'idée de cette étude, que du coup on a construit pour la voie de la manière la plus robuste possible, en la publiant aujourd'hui, enfin probablement dans les prochaines semaines dans Fourage, et en la présentant du coup dans un congrès scientifique, c'est d'avoir un chiffre du coup qu'on peut communiquer, robuste, voilà, et d'arriver et aussi homogène, enfin qui soit commun au centre de gestion, à la région, voilà, qu'on ait un chiffre à communiquer et qu'on va essayer de mettre à jour du coup chaque année. Voilà, c'est un travail qui est en pleine construction du coup avec le centre de gestion. Je voulais apporter un petit complément. On peut même le challenger avec des gros prix d'intrants, d'engrais et des prélevés par exemple, du blé à 300 €, du colza à 600 et des betteraves à 50 €. Ça fonctionne aussi. C'est la remarque qu'on pouvait avoir aussi. Même avec de la forte volatilité, la résilience est là. C'est ce qu'on pourra continuer à démontrer du coup en essayant de continuer cette analyse chaque année. Je vais quand même me permettre, parce que c'est bien, on dit marge supplémentaire de 730 € par hectare de luzerne, donc c'est sympa. Mais les gens vont dire, ouais, mais ils sont où les 730 €? Parce que, ok, vous me les donnez sur l'hectare de luzerne, mais j'ai rien en plus sur mon compte en banque. Ça veut dire que ces 730 €, il faut les retirer des autres marges brutes, des autres cultures. Donc ça veut dire que la betterave, par exemple, on lui retire 5 tonnes de betterave à l'hectare. Donc la marge betterave, elle perd ses 5 tonnes de revenus. Pareil pour le colza, pareil pour le lait, etc. Donc effectivement, il n'y a pas d'argent supplémentaire. Ce n'est pas de la valeur supplémentaire, mais c'est un rééquilibrage des différences entre les marges de culture. Thomas, tu veux ajouter quelque chose peut-être ou... Non ? Bon.
Donc c'est pour réagir à ce que disait Christophe, je ne sais pas si c'est passé, donc c'est un déplafonnement des rendements et un gain global. C'est pour ça qu'on conclut en disant un levier de performance en fait pour l'exploitation, parce que c'est de la performance sur toutes les cultures. Donc c'est vraiment voilà, effectivement c'est pas de l'argent en plus, c'est plutôt de la réaffectation de rendement de chacune des cultures. Et on ne parle pas de qualité. Oui. Oui, mais disons que c'est pas une prime. Voilà, ça fait pas du chiffre d'affaires supplémentaire. Ça fait du chiffre d'affaires supplémentaire de fait, parce que si on arrêtait la luzerne et qu'on la remplaçait par autre chose, qui aurait la même marge que la luzerne, on perdrait de l'argent. Donc c'est un chiffre d'affaires qui n'est pas bien affecté, qui est affecté à des cultures qui sont autres que la luzerne, alors qu'on devrait l'affecter à la luzerne. C'est comme les économies d'azote, par exemple, si on calcule, après j'arrête parce que je parle trop, mais c'est les économies d'azote, si on les calcule, on calcule la marge brute du blé, par exemple, en enlevant un peu de fertilisation azotée sur le blé qui est dû à la luzerne qui est avant, en fait, on a une meilleure marge brute sur notre blé, mais en fait, le gain de marge brute sur le blé, c'est grâce à la luzerne qu'il est là. Donc, si on voulait on pourrait l'affecter à la luzerne, quoi. C'est le même genre de raisonnement. C'est encore moi, ouais. Merci Clara. Alors, ouais, tac. Vous en avez peut-être marre de me voir, hein, désolé, mais c'est. Je vais vous faire un petit rappel maintenant. Donc, merci beaucoup Clara pour la présentation. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, c'est un travail qui a bien progressé. Donc, merci aussi encore au CDER et puis à S Entreprises pour le travail d'extraction des données qui est parfois un peu pénible et sans quoi on ne pourrait pas faire ces études-là. Donc, un petit point sur les CEPP. Alors, je ne sais pas si on a des représentants. Je crois qu'on a une représentante de Ceresia. On n'a pas de représentant de Vivesia, je pense, dans la salle, sauf... non, je ne crois pas. Les CEPP, donc, c'est les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. C'est comme les certificats d'économie d'énergie, mais pour les produits phytopharmaceutiques. C'est des choses, quand on vend des produits phytopharmaceutiques, il faut obtenir des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques en un nombre proportionnel au nombre de produits phyto qu'on a vendus, ce qui permet de respecter la réglementation. Voilà. Alors, nous, avec la luzerne, on a eu l'idée, il y a quelques années, c'est Romain Carpentier de Daisy West qui avait eu cette idée-là, de faire une fiche CEPP, donc de donner la possibilité, quand on fait de la luzerne, de créer des CEPP. Et en fait, ces CEPP-là, l'idée, c'était de les vendre à l'époque aux distributeurs de phyto pour générer un petit revenu supplémentaire du fait que la luzerne, c'était une culture bas intrant, avec peu d'intrants. Voilà, c'était ça l'idée générale. Et donc, on a fini par y arriver en fait l'an dernier à faire ces fameuses fiches là. Donc, c'est des choses qui sont enregistrées par l'INRAE et le ministère de l'Agriculture. Et donc, maintenant, on peut gérer des CEPP avec la luzerne. Alors, sauf que le sujet qui est encore posé, donc on a deux fiches. Hein. On a une fiche pour les nouveaux hectares de luzerne et une fiche pour la luzerne fleurie, donc qui est applicable aux hectares existants quand on fait une bande fleurie dedans. Le sujet, c'est toujours, aujourd'hui, on ne les génère pas, ces CEPP, les COP ne les génèrent pas, parce qu'on n'a pas de... En face, les coopératives, les coopératives ou les négoces qui ont besoin de CEPP parce qu'ils vendent des phytos, on est en cours de discussion avec eux, donc c'est ça que je voulais apporter comme nouveauté, parce que j'ai déjà présenté ce sujet-là. On est en cours de discussion, les COP sont intéressés. Par exemple, tout ce qu'on pourrait générer en CEPP au niveau de la Marne, ça représente 5% des objectifs annuels de Vivesia et 6% des objectifs annuels de Ceresia. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas rien. Donc voilà, les obligés CEPP, comme on les appelle, c'est-à-dire les vendeurs de produits phytosanitaires, sont intéressés. Maintenant, la décision qui a été prise au niveau du conseil d'administration de Luzerne de France, c'est qu'on accepterait de lancer ce type de dispositif, parce que ça va nécessiter un travail pour les COP parce qu'en fait, il faudra amender les contrats avec les agriculteurs pour que les agriculteurs acceptent de céder leur certificat d'économie aux COP. Et ensuite, les COP feront l'échange avec les COP de Daisy feront la transaction avec les COP ou négoces classiques, céréaliers, APRO. Et à la toute fin, il faut que ça bénéficie quand même à l'adhérent de la COP. Voilà, c'est ça le principe. Et donc, en fait, il y a une solution qui était de vendre les CEPP. Donc derrière, la COP fait un chiffre d'affaires, enfin la COP de Daisy fait un chiffre d'affaires là-dessus, le reverse en paiement sur la luzerne aux adhérents. La deuxième solution, et ce qui est exploré aujourd'hui, c'est qu'on ait des rabais sur les semences pour les adhérents.
Alors ça marche dans les zones où les COP de DESI ne vendent pas les semences. Et donc c'est ce qu'on est en train d'explorer avec Ceresia Vivesia. Donc c'est en cours. Voilà, la suite au prochain numéro. C'est pas hyper dynamique. Ils sont pas hyper motivés parce que quand on respecte pas ces objectifs, on a 1 500 € d'amende. Donc c'est pas, voilà, c'est pas. Calme-toi, Grégoire. 1 500 €. Hein. Mais c'est voilà, donc c'est pas non plus une motivation. C'est pas une motivation suffisante en tout cas aujourd'hui pour vraiment qu'il soit à fond sur ce dossier. Mais mine de rien, c'est quand même un dossier qui est suivi dans le cadre de la séparation de la vente et du conseil. Parce qu'en fait, là, on voit qu'on est en train de revenir un peu sur la séparation de la vente et du conseil dans les coopératives. Normalement, ça va marcher. On va revenir sur cette séparation-là. Et une des conditions, ça pourrait être de respecter ces objectifs CEPP pour les COP qui vendent des phytos. Donc voilà, il y a une fenêtre de tir. En tout cas, on y travaille avec le CERA, avec Ceresia Vivesia pour un premier pilote. Et puis après, on le généralisera à la Bretagne, à la Dordogne, chez Durper. Enfin voilà, il y a toujours... c'est quelque chose d'intéressant partout. Voilà, je voulais simplement parler de ça rapidement, parce que je sais que parfois on a Vivesia, Ceresia qui sont dans la salle sur cette journée technique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au CEPP? Sinon, j'enchaîne sur le désherbage mécanique. Ça va? Alors, le désherbage mécanique. Alors, je vais commencer le désherbage mécanique par le désherbage chimique. Donc, où est-ce qu'on en est du désherbage chimique? On a encore quelques produits qui sont disponibles au niveau du désherbage chimique. Quand on implante une luzerne en A0, on peut utiliser 3 molécules, la bentazone, l'imazamox et la pyridate. La bentazone et l'imazamox, on peut l'utiliser sur un produit qui s'appelle le Corom, que vous connaissez bien, qui fonctionne relativement bien en post-levée. Il faut savoir que la bentazone et l'imazamox, c'est des molécules qu'on considère comme étant à risque. Vous savez qu'on a déjà perdu une homologation sur la bentazone à une certaine dose, puisque la bentazone, on retrouve de la bentazone dans l'eau, donc c'est un produit qui pose problème. Donc la bentazone, on l'a toujours dans le Corom, mais à une dose qui est la moitié de ce qu'elle était dans le Bazagrand. Il faut savoir que c'est pas pour ça que ça va pas continuer et qu'on a toujours des risques de réduction de ces doses. Hein. C'est plutôt des réductions de doses que des retraits de molécules sur ces molécules-là. On a une autre molécule qui est l'imazamox, pareil, on la retrouve dans l'eau, donc il y a les mêmes sujets. La pyridate, c'est une molécule donc, qui était jusqu'à maintenant autorisée que jusqu'au 15 juin, donc pas pratique pour les semis d'été. Maintenant, il y a un produit qui s'appelle l'Onyx, sur lequel on a eu une dérogation l'an dernier. J'ai bon espoir qu'on ait aussi la dérogation cette année, parce que le dossier n'est pas encore homologué. Voilà, donc, mais en 2025, ce sera encore dérogation. 2026, on devrait avoir un produit maintenant sans besoin de faire toujours des pieds et des mains pour avoir des dérogations. Donc voilà, on devrait avoir cette molécule-là, sachant que si on a les trois, on arrive quand même plutôt bien à s'en sortir. Je pense qu'en 2024, les semis ont été plutôt bien désherbés. Il n'y a pas eu de problématiques majeures. Ensuite, une fois qu'on a semé, il faut entretenir les luzernières. Hein. Il y a 2 produits principaux pour ça, qui sont le Nirvana, qui est composé de pendiméthaline et d'imazamox, et le Carbflow, qui est composé de propyzamide, qui est un antigraminé. La propyzamide et la pendiméthaline, on n'a pas trop de... Moi, je ne perçois pas à mon niveau trop de signaux inquiétants par rapport à ça, des firmes. Par contre, en ce qui concerne l'imazamox, c'est pareil que pour le Corom. Hein, c'est un produit qui est quand même un petit peu sur la sellette. Donc, il se pourrait bien, et moi j'ai discuté avec BASF il n'y a pas très longtemps, là, il y a un mois, il se pourrait bien que le Nirvana, vous savez qu'aujourd'hui le Nirvana est homologué à 4 litres, et donc en fait, on l'utilise 4 litres tous les 2 ans. Donc en fait, nous on l'utilise à 2 litres tous les ans. Il se pourrait bien que le Nirvana devienne homologué à 2 litres tous les 2 ans. Donc à ce moment-là, ça va poser problème parce que nous, à 1 litre, le Nirvana n'est pas efficace. Donc ça pourrait nous mettre dans une situation où on va pouvoir utiliser le Nirvana qu'1 an sur 2, à 2 litres. Voilà. Il y a une situation qui va commencer à poser question. Sur le Kerb, normalement, on a moins d'inquiétude. Donc il y a des échéances de réhomologation, tout ça est en cours. Pour votre info, pour que vous ayez un peu c'est assez particulier. Une molécule comme la pendiméthaline, elle était prévue d'être réhomologuée le 31 août 2024. Pas de nouvelles, pas de son, pas d'image, et donc finalement la réhomologation est décalée d'1 an. Donc c'est
Ça a l'air d'être un flou. Alors, on sait pas. Moi, à mon niveau, je suis pas assez bien informé pour savoir si c'est de la politique ou de la technique qui est derrière. Mais en tout cas, ces choses-là se décalent, traînent, voilà. Bon. Mais en tout cas, toutes les dates sont proches. Hein. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans une phase intéressante. Donc le ministère a lancé un plan d'anticipation. Alors ça, c'est suite aux crises manifestations agricoles qu'il y a eu en janvier 24. Il y a eu ce plan d'anticipation du retrait des substances actives qui a été lancé en se disant, bah oui, on a quand même 75 molécules de désherbage, enfin pas que de désherbage, mais beaucoup de désherbage qui sont à risque, un petit peu comme celle-là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si elles vont survivre ou pas. Faudrait peut-être qu'on s'inquiète un peu, parce que sinon nos cultures, notamment les cultures de graminées, parce que c'est là où il y a un peu le plus de sujets, on ne sait pas comment on va faire. Donc il y a ce plan qui s'appelle Parsada, voilà, qui est un très joli nom, qui a été lancé avec 150 millions d'euros de budget, donc un vrai plan de recherche pour trouver des alternatives à ces substances un peu menacées. Alors nous, sur Luzerne, je ne vais pas m'étendre, simplement, voilà, on a perdu, tout ça c'est des produits qu'on avait depuis 1987, qu'on a perdu au fur et à mesure, avec voilà, aujourd'hui la pyridate qui arrive, mais tous ces produits qui ont été perdus au fur et à mesure du temps, donc des solutions qui s'amenuisent toujours plus sur la Luzerne. Et ce qu'il faut voir, c'est que le plan d'anticipation, là, le Parsada, toutes les molécules qui sont là, bentazone, imazamox, pendiméthaline, propisamide, elles font toutes partie des 75 molécules qui étaient visées. Donc on s'est un peu inquiété, et donc on a fait en sorte que la Luzerne fasse partie du Parsada, du fameux Parsada, qu'on fasse un travail du coup sur le désherbage pour pouvoir préparer un peu l'avenir, parce que sinon on allait se retrouver un petit peu démunis. Donc le projet Parsada, la Luzerne a été inclus, on a rédigé un protocole courant 2024, on a obtenu l'accord du ministère pour lancer ce projet, donc qui est un projet financé, donc en partenariat avec Arvalis, et avec le lycée de Sommevel. Donc l'essai, on fait un essai du coup, qui est un essai de désherbage mixte qui se passe sur le lycée de Sommevel. Donc l'essai a été semé à l'été 2024. Donc la Luzerne, là, voilà, l'essai est semé, détouré, préparé, etc. Il va durer jusqu'en 2027. Et donc l'objectif de cet essai, c'est de créer des références scientifiques, enfin voilà, qui soient vraiment robustes, sur lesquelles on puisse s'appuyer pour dire quel est l'impact d'un désherbage mixte plutôt que d'un autre, quel est l'itinéraire le plus performant sur la Luzerne quand on retire justement par exemple un nirvana. Vous allez voir que c'est surtout ça, hein, c'est quand on retire un nirvana, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que le mécanique arrive à compenser ça ou pas? C'est ça les questions qu'on se pose. On va essayer de faire en sorte que ça y arrive, parce que sinon, voilà, c'est pas on espère en tout cas qu'on y arrive. Et puis il y a un autre essai qui est fait en parallèle avec le GEDA, un GEDA à proximité de Châlons, qui est un essai plus démonstrateur, moins scientifique, mais qui a aussi vocation à tester plus de matériel. Voilà. Donc il y a deux essais en parallèle en fait qui se déroulent. L'essai désherbage mixte là, donc on lui a pas donné de petit nom, il faudrait qu'on lui trouve un petit nom. Il y a 4 modalités. Alors il y a une modalité qui est le témoin non traité, donc c'est une luzerne qui est désherbée à l'implantation et plus jamais désherbée pendant 3 ans. Donc ça permet d'avoir une base de référence, qu'est-ce qui se passe quand on désherbe ni chimiquement ni mécaniquement. Il y a une modalité qui s'appelle pratique existante. Pratique existante, c'est les pratiques existantes, porte bien son nom. 2, c'est une modalité intermédiaire qui essaye d'anticiper les évolutions réglementaires. Donc c'est ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'en fait, en automne A0, donc A0 c'est l'année d'implantation, on a implanté en juillet 2024, en automne 2024, selon la pression adventice, on fait un nirvana ou pas. Il s'avère qu'il y avait une pression forte là, sur le lycée de Sommevel à l'automne, donc il y a eu un nirvana de fait, il y a aussi eu un kerb qui a été fait. Automne A1 et A3, alors pourquoi A1 et A3 ? On va d'abord commencer par A1, donc c'est-à-dire que l'automne 2025, comme on a fait un nirvana en automne 2024, si on se projette dans la future réglementation, on ne peut pas en faire en automne 2025. Donc ça veut dire vibroculteur, 1 à 2 passages, plus kerb selon la pression graminée qu'on a. En automne A2, donc en automne 2026, on aura la possibilité de faire un nirvana. Donc là, probablement, on le fera, selon la pression, mais probablement, on le fera. Et donc l'itinéraire sur lequel on se projette, c'est un petit peu celui-là, hein, c'est de faire un nirvana si besoin en A0, si pas besoin, on le fait en A1, et puis après on le fait en A3 ou on le fait en A2. Enfin voilà, selon, en tout cas c'est
c'est un petit peu, on peut plus le faire tous les ans, donc on va devoir choisir un petit peu les années sur lesquelles on le fait et qu'est-ce que ça donne quand on fait un vibro à l'automne en remplacement du Nirvana, sachant que le vibroculteur sera toujours accompagné au mois de février, donc en ce moment ou un petit peu plus tôt, d'un passage de roto-étrille, parce que le désherbage mécanique il fonctionne mieux quand on a ce passage de vibro qui vient décoller les adventices, et puis un passage un peu plus léger, un peu plus rapide, pour venir vraiment finir de décoller en sortie d'hiver et que ça puisse sécher un petit peu avant la première coupe. Et puis il y a une dernière modalité qui n'est pas bio. Il n'y a aucune modalité qui est bio. Donc c'est une modalité qui a aussi été désherbée à l'implantation, Quorum Onyx, et sur laquelle par contre on va faire une intervention chimique uniquement en dernier recours. Donc là on est en 100% mécanique avec rotoétrie qui a été faite au mois de novembre, donc sur une implantation de l'année. Ça s'est bien passé. C'était une très bonne implantation cette année. Et donc rotoétrie, il n'y a pas eu de perte de pied, ça s'est bien passé. Et puis ensuite, A1, A2, A3, rotoétrie dans les 3 jours après chaque coupe. En automne, vibro 1 à 2 passages. Et en janvier-février, avant reprise de végétation, rotoétrie. Donc c'est un itinéraire qui est 100% mécanique, sauf à l'implantation. Voilà. C'est ce qu'on veut tester. Bon, le dispositif, c'est des cubes de 9 mètres avec 3 répétitions. C'est 9 mètres sur 9 mètres, ouais, c'est ça. 3 répétitions et des parcelles qui font 6 par 6. Avec des mesures qualité, rendement, nombre de pertes de pieds, efficacité des désherbages, etc. Donc toute la partie protocole mesure, l'expérience, disons, c'est pas nous qui l'apportons. Moi, je suis pas un expert des essais de désherbage, c'est Arvalis Chalon, donc qui travaille cette partie-là. Et pour les notations, on va se partager le travail entre la Chambre d'agriculture, Luzerne de France et Arvalis, et le lycée de Sombel, qui est quand même en réalisation sur cet essai-là. Voilà ce que... Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cet essai ou par rapport à ce que j'ai présenté avant. Sinon, on va passer à une partie un peu plus témoignage de désherbage mécanique par un agriculteur là, avec des petites vidéos. Donc, j'ai déjà présenté ça, le temps que les questions viennent. Plus de connexion Internet. Clac. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, on passe aux des petites vidéos du coup, et puis après je laisserai Claude commenter. L'agriculteur qui a tourné les vidéos, il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais voilà, Claude le connaît bien, donc je laisserai commenter. Ouais, alors il n'est pas vidéaste, hein, il me l'a dit lui-même, hein, il m'a dit je suis pas vidéaste. Là on est... oui, c'est... Voilà, donc pour voir un petit peu le travail que ça fait. Ça c'est un autre point de vue. Puis on voit un peu le travail que ça fait. On l'entend. C'est... Ben je sais pas dans quel type de... C'est passé à vitesse quand même assez... Alors pourquoi cette petite vidéo? C'est parce que, bon, comme vous a parlé Honoré, quelque part demain, on va avoir des problèmes sur nos doses de Nirvana, sur tout ça. Et ce que je voulais au sein du CERA, c'est qu'on montre quand même l'accompagnement qu'on peut avoir sur un désherbage chimique, avec un travail très bien fait,
et aussi le témoignage d'un agriculteur en biologique, en culture biologique. En l'occurrence, au niveau agriculteur conventionnel, on a un agriculteur dans notre CETA qui est vraiment, on est tous très pointus, mais lui, dès qu'il voit 3 herbes, bon, faut qu'il repasse et il veut viser le demain. Donc, il nous a fait un petit film. Bon, j'aurais souhaité qu'il soit là, mais il ne pouvait pas venir cet après-midi, donc je parle un peu à sa place parce que je le connais très bien. Et donc, vous voyez, c'est une ERC Tri qu'il a passée la semaine dernière quand il gèle, mais lui, si c'est 4 h du matin, c'est 4 h du matin, salarié ou lui est sur la herse, et s'il faut arrêter à 6 h, on arrête à 6 h. Donc, c'est des temps qui sont toujours très courts. Et la technicité, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit présent. Alors, il la passe une fois, et il la repasse une deuxième fois quelques jours après, parce que pour lui, de toute façon, la herse, elle a passé, elle a culbuté l'herbe. Si on est dans une période un peu de froid, elle sèche, on lui remet un coup, elle ne voit plus le jour. Donc ça, c'est le témoignage d'un agriculteur qui est, comme moi, comme une grosse partie, en conventionnel, mais qui se dit, et il passe d'un sens, il passe dans l'autre, vitesse. Donc voilà ce qu'on voulait vous montrer pour avoir un petit peu un témoignage pratique et du concret. Et puis au niveau bio, moi, ce qu'on souhaitait au niveau du CERA, c'était... Donc cet agriculteur-là, il est agriculteur pas loin d'ici, et il est chez Luséol. Et c'était de faire un témoignage d'un autre agriculteur qui fait du biologique. On en avait un autre qui travaille très bien, qui n'a pas voulu l'interview. Donc je vais laisser la parole 1 minute à Benoît Vacher, qui lui est en culture biologique. Bon, alors là, on laisse la parole à un administrateur président, mais c'est de faire vivre aussi notre CERA à travers... Parce que je continue sur la plateforme qui va être mise en place. Ça fait 2 ans qu'on veut faire une belle plateforme de désherbage à grande échelle, parce qu'on sait que demain, il va falloir qu'on y vienne un petit peu, plus ou moins, mais il faut falloir qu'on y vienne. Et aujourd'hui, il y a quand même un panel de matériel qui travaille. Il y a du résultat et aussi de la grande largeur. Et c'est ce qu'on veut présenter, parce que les tons sont courts. Et si vous avez 3 mètres pour faire une grosse surface, ça ne va pas le faire, quoi. Donc c'est ce qu'on veut faire. Voilà. Notre objectif, c'est d'accompagner pour toujours avoir de la production des luzernes saines, loyales et marchandes. Toi, Benoît. Donc effectivement, un petit témoignage. Donc pour vous situer, mon exploitation se situe à Loivre, à quelques kilomètres au nord de Reims, avec des terres de champagne, plutôt terre claire, terre de craie, terre grise, et puis une partie colorée. Voilà, ça c'est pour les administrateurs luséal qui savent que, alors c'est pas du 40% d'argile, hein, Didier, mais voilà, on est à entre 15 et 18% d'argile. Déjà, un ratio, donc on est sur 270 hectares, 20% de luzerne, à peu près 50 hectares, 50-55 hectares de luzerne. 2023, on a dû faire dans les 13 tonnes 6 et 2024 dans les 12 tonnes 4. Donc ça veut dire qu'on avait bien des luzernes propres. On s'est lancé dans le bio en 2019. Chez Luséal, on a fait nos réunions d'hiver cette année. On a beaucoup insisté au mois de janvier sur les 6 réunions d'hiver qu'on a fait avec nos adhérents sur l'importance de la propreté. Et c'est exactement ce que dit Claude. Actuellement, on sait qu'on aura malheureusement dans le temps de moins en moins de solutions chimiques, même si Luzerne de France se bat et qu'on se bat tous pour conserver des solutions. On a la chance malgré tout que la Luzerne réponde particulièrement bien au désherbage mécanique. Et donc, comme le dit Claude, je pense qu'il faut enjoindre nos adhérents à commencer à faire des tests et à s'approprier un petit peu les techniques. Deuxième avantage, ça peut être fait avec des outils qu'on a tous dans nos fermes. Je pense notamment à des Canadiens, équipés ou pas de rouleau cage, par exemple, Canadien Rotoers en ce qui nous concerne derrière, avec des interventions plutôt sur l'automne. Donc ce qu'on fait chez nous en général, c'est qu'on ne désherbe pas trop en début d'automne, mais il va falloir qu'on teste un petit peu. On fait ça plutôt en général sur le mois de janvier, quand on a les créneaux. Alors cette année, les créneaux sont présentés, contrairement à l'hiver précédent. Donc ça passe plutôt par de passage de Canadiens, souvent avec un léger passage en croix sur ces luzernes. La rotoétrie marche très très bien, donc on n'a pas forcément là de photo de rotoétrie. C'est un peu le même principe, sauf que là c'est un disque en soleil incliné qui permet d'avoir de très grandes largeurs. Les standards, c'est plutôt 9 à 12 mètres, de même que les RC Tri. Par contre, c'est beaucoup plus agressif que la RC Tri. Ça fait un très bon boulot de fignolage, effectivement, et je pense qu'on peut passer sur ces luzernes-là sans faire de casse, y compris à la reprise de végétation. Et le dernier outil qu'on utilise, qui là est moins
moins classique dans les exploitations conventionnelles et plus spécifique à la bio. On a également de la bineuse optique qui fonctionne particulièrement bien et qui permet de faire un gros boulot. Moi, j'ai des chefs de plaine luséal qui sont venus chez moi l'année dernière. Ils ont vu avant, ils ont vu après, et c'est quand même assez impressionnant, notamment au niveau des graminées. Donc, demain, comme le dit Claude, on peut avoir, notamment sur de la rotoétrie, des engins qui tournent à 12 mètres de large. On tourne à plus de 10 à l'heure, donc ça fait quand même, on abat quand même du boulot. Voilà. C'est potentiellement peut-être aussi des outils qu'on peut imaginer mutualiser ou en location autour de quelques villages. Il n'y a pas forcément des bios partout. En attendant, ça fonctionne. Alors effectivement, c'est comme partout, hein, il faut s'approprier les techniques. Quand on a commencé à faire de la biomasse dans nos usines, on n'est pas passé à 100% de biomasse du jour au lendemain. Sur le désherbage mécanique au niveau de nos adhérents, c'est exactement pareil. Donc il va nous falloir un petit peu de temps, mais je pense que maintenant, voilà, il est temps d'amener un petit peu de compétences et de faire en sorte que nos adhérents puissent s'approprier tout ça. Donc l'essai qui est mis en place va dans le bon sens. Et effectivement, si on arrive à avoir une vision un petit peu plus scientifique sur les modalités d'application, ça ne pourra aller que dans le bon sens. Et voilà, donc il y a des choses à faire. Ça fonctionne et on sera toujours mieux placé sur une luzerne, même s'il y a moins de chimie, que sur une culture de betterave qui, le jour où il y a moins de chimie, sera beaucoup plus compliqué à mettre en place, évidemment. Donc voilà, valorisons nos atouts et on a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Merci Benoît pour ton témoignage. Non, alors moi je suis en conventionnel, mais j'utilise depuis des années la RSA paille. Ça marche pas trop mal, c'est pas toujours du 100%. Par contre, il y a un arrière-effet également, c'est sur les souris et les mulots. Je peux vous assurer que moi j'avais des champs de bataille dans mes champs de luzerne. Et en fait, alors je suis en 7 mètres de large. Après une première coupe, une deuxième coupe, un petit coup, ça va très très vite et j'ai quand même réduit mes populations de souris. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Puis en fait, ça redonne un petit coup à la luzerne pour repartir, ça réchauffe, etc. sur des sols assez durs. Donc ça élimine des herbes. C'est un peu les graminées qui me posent problème avec ce genre de système, mais sinon le reste c'est pas mal quand même. Donc je pense que oui, il faudra y voir. Et quand je vois tout à l'heure Honoré qui disait en matière de Nirvana, peut-être qu'on aura droit qu'à la moitié de la dose et y passer une année sur deux. Bon, en fait, dans mon système, ça ira bien. Parce que là, je l'ai fait 3 années de suite. Bon, je pense que j'ai fait une année de trop. Mais j'aurais dû mettre en deuxième année un coup de Nirvana et puis rester après en mécanique. Non, c'est vrai qu'il y a vraiment des choses à faire en fait. Et l'étude qui va être faite par Luzerne de France, je pense, va être propice pour nous emmener vers ce schéma-là. Oui, il y avait une... Non ? Vous voulez ajouter quelque chose, Claude ? Très bien. Merci beaucoup. On enchaîne. Je laisse la parole à Clara sur le volet carbone plutôt agricole, après avoir parlé des aliments ce matin. Donc on poursuit sur le bilan carbone des exploitations. Donc cette étude que je vais vous présenter, on l'a réalisée cette année du coup avec Agro Solutions, qui est un cabinet de conseil, avec elle s'intitule Quantifier l'impact de la luzerne sur le bilan carbone des exploitations agricoles. Donc l'objectif, c'était d'obtenir des références scientifiques, des éléments de communication, de savoir les exploitations qui font de la luzerne concrètement, la luzerne, combien elle permet de diminuer l'impact carbone de ces exploitations-là. Donc là, on parle d'impact carbone des exploitations calculé à travers la méthode label bas carbone, donc notamment l'outil qui est utilisé pour appliquer cette méthode, c'est Carbon Extract. Donc, cette étude, on l'a faite en 3 parties. Donc, d'abord, on a collecté les données d'exploitation. Donc là, c'est des bilans carbone qui ont été réalisés par Tereos et la Chambre d'agriculture de la Marne qui ont été utilisés. Ensuite, on a comparé leur bilan carbone, de voir comment ils évoluaient avec et sans luzerne. Et enfin, la dernière étape, elle concerne les éléments du coup qui vous ont probablement déjà été présentés sur la journée technique précédente. Donc, c'est ce qui concerne du coup la mesure du carbone stocké dans le sol par la luzerne. Donc ça, c'est le travail qui est fait à l'INRA, notamment par Pascal, sur
voilà, quantifier le stockage de carbone de la luzerne. Donc ça, c'est des données qui sont récentes et qui ne sont pas encore incluses dans le label bas carbone. Donc d'abord, on regarde comment ça fonctionne, le label bas carbone et l'impact de la luzerne, et ensuite on regarde avec ces chiffres-là ce que ça donne, qu'est-ce que ça change. Donc cette étude, elle concerne 10 exploitations donc situées dans la Marne, avec des quantités de luzerne différentes selon les exploitations. Donc avec des assolements aussi variés mais représentatifs de la Marne. Voilà, on retrouve la luzerne plus ou moins... Enfin, on la retrouve partout en tout cas. Donc le bilan carbone de ces exploitations, il est en moyenne de 3 tonnes de CO2 par hectare et par an. Donc c'est des exploitations qui sont en moyenne situées légèrement en dessous de la moyenne du territoire Grand Est, si on prend l'étude Carbon Sync, réalisée dans cette région-là. Les exploitations, elles étaient à 4 tonnes de CO2 par hectare par an. Donc voilà. Mais, du coup, on a des exploitations qu'avec de la luzerne, donc c'est peut-être probablement lié. C'est ce qu'on va voir. Donc ici, c'est le bilan carbone net luzerne. Donc comment là, on essaye de voir du coup dans ce bilan carbone qu'est-ce qui est lié à la luzerne, mais ce qui est compliqué en fait avec le label bas carbone, c'est que le bilan il est réalisé à l'échelle de l'exploitation, et donc du coup c'est difficile de l'attribuer juste à une culture. On sait bien attribuer les émissions, mais par contre le stockage carbone un peu moins. Enfin, c'est ce qu'on va voir plutôt dans la deuxième étape, du coup, de voir comment on attribue ça à la luzerne. Et donc pour pouvoir l'attribuer, on a comparé en fait les exploitations donc, qui sont avec luzerne, qu'on appelle du coup état initial. Ces exploitations-là, on les a modifiées de manière théorique. En fait, on a enlevé la luzerne pour comparer du coup les exploitations, donc un bilan avec luzerne à un bilan sans luzerne. Peut-être je refais un coup, je suis pas sûre d'avoir été bien clair, mais parce qu'en gros, du coup, le label bas carbone, on a le bilan à l'échelle de toute l'exploitation, mais on peut pas l'attribuer pour chaque culture. Donc là, en fait, on a fait ça. Du coup, on a fait une exploitation avec luzerne et une exploitation sans luzerne, justement pour essayer de l'attribuer à la culture de luzerne. Donc, au niveau des émissions, donc des émissions de gaz à effet de serre, donc là, en vert foncé, on a les exploitations avec de la luzerne, et en vert clair, les exploitations les mêmes, mais sans la luzerne. Donc, on voit qu'on a quand il y a de la luzerne, les émissions, elles sont 7% en dessous que quand il n'y a pas de luzerne. Donc ça varie en fonction du pourcentage de luzerne de chaque exploitation. Donc ça va de 2% à 16%. Voilà. Dans tous les cas, ça diminue quand il y a de la luzerne. Donc ça, c'est principalement lié au fait qu'on a les quantités d'azote minéral utilisées qui diminuent sur les 3 années d'implantation de la luzerne. C'est la principale explication. Ensuite, au niveau du stockage carbone, donc là, quand on fait cette simulation du coup d'exploitation avec la luzerne par rapport à la même exploitation sans luzerne, on observe que le stockage carbone il est plus important pour les exploitations quand il y a de la luzerne. Après, ici, on voit qu'il y a des exploitations qui... En fait, quand c'est en bas, c'est que l'exploitation stocke du carbone, et quand c'est en haut, c'est qu'elle en déstocke. Alors quand l'exploitation, au départ, elle déstocke déjà du carbone, le fait d'enlever la luzerne, ça... Enfin, qu'il y ait de la luzerne ou pas, si l'exploitation, elle passe pas en... Enfin, ce que je veux dire... Pardon. Pas facile à... Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stockage de carbone qu'on a ici, c'est le stockage moyen à l'échelle de l'exploitation. Il n'est pas forcément rattaché juste à la luzerne. Donc, on observe des variations avec la luzerne. Donc, on a plus de stockage carbone quand il y a de la luzerne dans la rotation. Mais ça reste parfois du déstockage. Voilà, ça dépend de l'état de l'exploitation, de comment elle fonctionne. Alors, évidemment, aussi, on retrouve des effets positifs. Donc, parce que dans tous les autres indicateurs qu'on a dans le label bas carbone, voilà,
pas refaire la liste, mais en gros, la luzerne, grâce à ses nombreux atouts, elle a un impact positif sur tous les aspects qui sont pris en compte dans le label bas carbone. En plus de l'émission et stockage carbone, il y a aussi tous ces aspects-là qui sont pris en compte. Et donc, la dernière étape de cette étude, c'était du coup de voir par rapport aux chiffres qu'on a nous maintenant, qui ne sont pas encore inclus dans le label bas carbone, mais qui donc dans les méthodes de calcul, mais qui sont en cours, enfin ça va être inclus cette année, bah, c'était de voir quelle différence ça faisait de les prendre en compte. Donc ces chiffres-là, donc c'est enfin on a fait du coup une étude donc avec l'INRA de voir combien la luzerne est stockée de carbone dans le sol. Donc il y a les chiffres qui sont les chiffres qui sont ici, du coup, c'est les chiffres initiaux qui sont dans le modèle qui s'appelle Simeos AMG. Et la mise à jour ici, c'est les mesures qu'on a faites, du coup, que Pascal a fait en faisant les fausses, du coup, qui ont été évoquées lors de la dernière journée technique et qui nous ont permis de mesurer la quantité de carbone qui était stockée par la luzerne. Et donc là, on voit que ce chiffre, il est bien plus important que le chiffre qui est estimé dans Simeos AMG. Donc principalement lié au fait que Simeos AMG, il considère la luzerne comme une prairie artificielle, même titre que du trèfle, par exemple. Et donc il ne prend pas forcément en compte les caractéristiques de la luzerne, qui sont que c'est un système racinaire qui se développe beaucoup et qui va en profondeur. Voilà. En tout cas, on est au-dessus de ce qui est estimé actuellement. Et donc du coup, on a essayé de voir dans le cadre de cette étude, ce que ça faisait justement de mettre à jour ces chiffres. Concrètement, qu'est-ce qu'on avait à y gagner ou qu'est-ce qu'on perdait actuellement du fait que les chiffres ne soient pas encore à jour. Et donc du coup, ce qu'on voit, comme on observe plus de carbone dans le sol, évidemment, quand on met à jour ces chiffres, on retrouve, on a plus de carbone qui est stocké par la luzerne. Donc c'est des chiffres qui sont importants. Là, c'est le cas de... du coup, on a fait ça pour 2 exploitations de l'échantillon. Donc, plus 83% à plus 131%. Donc, ça dépend de la part de luzerne dans l'assolement. L'exploitation 2, elle a plus de luzerne. Donc, elle obtient un meilleur chiffre. Donc, pour conclure cette étude, on a vu qu'au niveau du label bas carbone actuel, la luzerne... tel que c'est calculé maintenant, la luzerne, elle a un impact positif. Elle permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle permet de stocker du carbone, d'améliorer le stockage de carbone. Mais ça reste des chiffres qui sont difficiles à attribuer. Avec cette méthode-là, on a du mal à attribuer directement les chiffres à la luzerne parce que c'est un calcul qui est fait sur l'ensemble de la rotation. Ensuite, par rapport du coup, à l'expérimentation, aux essais qu'on a fait pour mesurer concrètement combien de carbone était stocké par la luzerne, on a vu que les chiffres, ils étaient estimés, ils sont bien supérieurs à ce qui est estimé dans le modèle mathématique du coup Simeos AMG. Et ces chiffres-là, on va pouvoir les mettre à jour dans l'année, ce qui nous permettra l'année prochaine, ce qui nous permettra de mettre à jour ensuite le label bas carbone et donc de mieux prendre en compte la luzerne le carbone qui est stocké grâce à la luzerne. Voilà, j'ai essayé de résumer tout ça. Vous avez peut-être des questions sur les aspects qui sont peut-être un peu moins clairs. Je sais pas. Ou peut-être que je vous ai tous perdus avec moi. Merci Clara. Du coup, on enchaîne sur la dernière présentation du CERA, qui donc j'appelle Philippe Robert à la tribune pour nous parler d'épandage. 80 secondes ou... 180 secondes. Attends, quand même. Ah ouais. Ok, ça marche. Je te remercie. Donc, je vais vous parler un peu. Je vais vous parler d'effluents
10 minutes, oui, je te remercie. C'est mon grand âge qui vaut ça. Et au moins, il y a des avantages. Je vais vous parler d'effluents agro-industriels, d'épandage d'effluents agro-industriels. On ne parle pas très souvent, mais les sites sont quand même, les différents sites de DESI sont à l'origine de volumes d'eau, d'effluents générés par le process, par le fait qu'on récupère de l'eau pluviale, par le fait qu'on récupère de l'eau sur le carreau. Et toutes ces eaux-là, elles ont vocation à retourner, au moins en Champagne-Ardenne, à l'épandage. C'est la technique qui a été mise en place de longue date avec l'INRA. Pour mémoire, la filière Luzerne, dans les années 80-77, avait même déjà financé une partie des quasi-dimétriques de Fagnières. Il y avait déjà eu des essais dessus. Et l'INRA avait fait des essais sur Fagnières avec de la Luzerne. Voilà. On a un cadre un peu particulier. On est en train de faire de l'épandage sur des zones vulnérables. Directive nitrate, plan d'action nitrate, qui sont d'application depuis plus de 20 ans. Et quand on a été amené à négocier le plan d'action nitrate national, le dernier, le 7, avec Yann, on s'est engagé à toiletter des valeurs historiques sur les capacités de mobilisation de la luzerne, de l'azote minéral issu des effluents agro-industriels ou des apports organiques plus largement. Mais on s'est engagé à travailler sur les apports d'effluents de luzerne. On a l'historique, c'est ce document-là. C'est un document qui fait la synthèse, un document qui date de 99, du Corpen, comité eau nitrate national, dans lequel vous avez la liste des participants. On a l'INRA, on a les ministères, on a les agences de l'eau qui faisaient la synthèse d'un certain nombre de travaux, dont les travaux de l'INRA. Et l'INRA de Reims était, Reims ou Châlons encore, je ne sais pas, était présent. Il y avait Eric Juste, voilà. Et je fais une synthèse, mais la conclusion de ce document-là pour les apports sur luzerne était le suivant: au maximum 250 kg d'azote théoriquement minéralisable, alors on peut appeler ça aussi azote disponible ou azote efficace, et pas plus de 100 kg par coupe. Voilà. Donc cette valeur de 250 kg, elle est encore d'application. Ainsi, dans le dernier programme d'action régional Grand Est, et là j'insiste, on est uniquement sur la région Grand Est, et il n'y a que la région Grand Est qui l'a défendu. Sur les autres régions, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc sur la région Grand Est, on a la possibilité d'apporter ces 250 kg d'azote efficace. Voilà. Alors, comment s'est engagé avec l'administration à lancer une étude? On a travaillé sur le site de Pauvres, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les volumes d'effluents qui sont générés par site sont variables en fonction de ce qui est travaillé. Les filières voies humides sont les sites qui épandent le plus de volume. On est à plusieurs centaines de milliers de mètres cubes, quand on est sur d'autres sites à moins de 15 000 ou moins de 10 000 mètres cubes. Donc en fait, il nous fallait des volumes d'eau assez conséquents, disponibles toute l'année. Donc il fallait soit qu'on aille sur Aulnay, soit qu'on aille sur Pauvres. Et on va se dire, Pauvres, c'est un peu plus près de chez nous. Donc Thierry a bien voulu l'USEAL a bien voulu nous accueillir. On a pu profiter aussi de l'accompagnement de l'atelier de l'USEAL Pauvres, parce que vous verrez sur la diapo suivante qu'on a fait beaucoup de prélèvements et qu'on a eu pas mal de casses de matériel, et en tout cas, il fallait entretenir le matériel. Donc encore un grand merci à l'USEAL. Et puis de notre côté, ASAE, on avait pris un stagiaire, Amine Mélois, qui a fait un stage sur cette thématique-là. Et puis avec mon collègue, on a fait, Kevin qui est là avec nous dans la salle, on a pris en charge tous les prélèvements. Alors, on a différents traitements. Donc, on a un témoin qui est là, 4 blocs. On a un traitement qu'on appelle M1 250, donc 250 kg d'apport d'azote. M1 400, 400 kg d'apport d'azote. Pourquoi 250? Pourquoi 400? Le 250, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la valeur
accepté aujourd'hui. Le 400, ça correspond à quoi? À 13 tonnes de luzerne, à 3% d'azote. On est à peu près à ce qu'une luzerne peut exporter. Un autre traitement, M2 250 et M2 400. La différence entre 1 et M2, vous le voyez là, c'est que les périodes d'apport ne sont pas les mêmes. Donc sur M1, on a fait un apport fin août, et sur le M1 250 et sur le M1 400 fin août et au mois d'octobre, une période où il y a éventuellement un risque de lessivage un peu plus important. Et sur M2, un apport juste après la première coupe et un apport plus tardif. Et pour là, un apport au mois de juin et un apport après la deuxième coupe pour le 400. Alors, on n'est pas pile poil au chiffre souhaité. Vous savez bien qu'à l'épandage, on connaît la qualité de l'effluent une fois qu'il est épandu. Donc, on essaie de se caler avant, mais on n'était pas très loin des objectifs. On n'a pas pu faire beaucoup mieux. Je ne vais pas m'attarder trop. Donc le matériel, voilà, c'est ça, c'est un matériel qui appartient à l'INRA, qui nous a été loué par l'INRA de Mons, mais qui historiquement était à l'INRA de Reims. On a une gauge qui descend à 150, et puis quand on voulait descendre à plus profond, on retirait cette gauge-là et on en mettait une dans le sol. Et puis donc il y avait pas mal de manutention, et on a eu pas mal de soucis de casse d'entretien. Voilà. Donc au départ, on avait prévu de faire des prélèvements à 120, mais en ayant fait un premier prélèvement à 210, donc comme au départ on a cassé des gouges, on est parti sur des prélèvements à 150 sur tous les coups, et à la fin, là où il y avait éventuellement un risque de lessivage, de drainage, et ce qu'on va voir derrière, on est passé sur de 210. Alors au niveau météo, c'est quand même relativement intéressant. On a commencé les épandages en juin 2023, après une période relativement sèche. C'est là où on a cassé beaucoup de matériel parce que le sol était très très sec. Et puis à partir du moment où on a mis la manip en route, vous le voyez sur les courbes, la pluviométrie a été très importante. L'évapotranspiration, même si elle est importante en été, vous voyez en juin, juillet, on avait une évapotranspiration assez proche de la pluviométrie. Et on voit sur la courbe verte l'évolution de P-ETP. De façon globale, on a eu, sans apport d'effluent, un drainage d'environ 200 mm. Si vous ajoutez ces volumes d'apport qui sont très conséquents, et on les avait voulu initialement très conséquents pour voir un peu quel serait l'effet de lessivage, et vous voyez ces 80 mm là, ils ont carrément pu être totalement drainés, et sur ces 80 mm et ces 60 mm, il y en a au moins, moins 20 mm qui ont pu être drainés. Donc on a eu un drainage de 210, plus 80, plus 60 ou plus 140. Donc un drainage très très important. C'est ce qu'on va retrouver sur les diapos suivantes. Alors là, vous retrouvez les 4 traitements. M1 250, M2 250, M1 400, M2 400. En violet, c'est le témoin. Et puis, différentes couleurs, c'est le traitement de la parcelle. Donc, vous voyez, par exemple, sur cette parcelle M1, on a fait un apport le 29 août. On a une évolution à la hausse, bien sûr, de l'apport, de la teneur du sol. Alors, on a coupé en deux. On a fait du 0,90 cm et du 90 150. C'est un découpage, je pense, qui avait déjà été fait dans une publication INRA et qui est tout à fait bienvenu dans le cadre de cette expérimentation-là, parce qu'on arrive à montrer, vous voyez qu'en fonction des apports, on a des teneurs de sol qui sont plus ou moins importantes et qui tendent à... Là, on a le sentiment qu'on a quelque chose qui revient assez rapidement à la normale quand on est à 250, mais qu'on est à 400, là, on tape quand même beaucoup, beaucoup plus fort, et beaucoup plus fort que les capacités d'exportation de la culture. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est la fin de campagne, la fin de l'année et le début de l'année suivante et après la première coupe. On avait une analyse, un prélèvement de sol au 29 novembre, un prélèvement au 12 mars avant la reprise de végétation et un prélèvement au 1er mai, juste après la première coupe. Ce qui va mieux vous parler, c'est sûrement la diapo suivante. Voilà, ce qu'on va vous montrer sur les diapos qui arrivent,
c'est une forme un petit peu différente. Là, vous allez retrouver la teneur, enfin les kilos d'azote minéral dans le sol sur les différents horizons. Donc on voit bien que même pour un témoin, on aurait pu se dire, ah oui, sur luzerne, tout est propre, il n'y a rien qui bouge. Ben non, même sur une parcelle de luzerne, le sol minéralise, on a des retours de feuilles, de morceaux de tiges et la sénescence en fin de campagne qui font qu'on a aussi des évolutions à la hausse des teneurs des quantités de nitrate qui sont dans les profils. Et ce qui fait qu'on peut avoir, surtout dans les conditions de l'année où on a eu beaucoup de drainage, de la lixiviation, un petit peu de lixiviation de l'azote en profondeur. Là, vous voyez qu'on a le témoin au 29 octobre, on a le témoin au 12 mars, et on a le témoin au 1er mai, juste après la première coupe. Donc, même dans ce cas-là, on voit qu'on a pu avoir du drainage, alors qu'on n'avait pas eu d'apport d'effluent à hauteur de 80 ou 160 mm, comme on a dit tout à l'heure. Rapidement, et on aura un zoom après, mais ce que je veux surtout vous montrer, on l'avait vu tout à l'heure, c'est que les parcelles sur lesquelles on a des apports de 250, alors là on est sur M1 250, M2 250, M1 400, M2 400. Le ventre là, il est plutôt pas trop gros par rapport à ce qu'on peut voir ici. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que quand on apporte de l'azote, on a eu du mal à revenir assez rapidement vers une situation initiale. Et c'est valable dans ces deux cas-là. Donc c'est pour ça que le 400, on verra après, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais en tout cas, ça restait intéressant à valider. Là, ce que je vous montre, c'est le profil d'azote minéral après la première coupe de l'année 2024. On retrouve là en vert la parcelle témoin, là les parcelles à 250 kg d'apport et les parcelles là à 400 kg d'apport. Donc on a une différence significative entre ce qu'on avait sur le témoin et sur les parcelles 250 par rapport à ce qu'on a, enfin visuellement, il n'y a pas photo, par rapport à ce qu'il y a sur le 400. L'idée, c'était de se dire on va maximiser les apports et maximiser les lames d'eau. On ne s'attendait pas à avoir une pluviométrie aussi importante. J'avais l'espoir, parce qu'on nous a toujours montré la capacité de la luzerne à mobiliser l'azote du sol, que même pour une parcelle des apports à 400, on arrive à maîtriser. Mais là, vu la pluviométrie plus les apports qu'on avait faits, ça passe pas. 400, ça passe pas. Donc en fait, c'est pas la peine de prendre de risque. Le 250 reste suffisant. Ce que j'ai pas dit, c'est que là, on avait dans le protocole l'objectif de faire 4 coupes. Malheureusement, l'année a été humide et sur le site, les coupes de luzerne ont été gérées comme les coupes normales, donc on n'a fait que 3 coupes. Donc on a peut-être aussi moins d'exportation que ce qu'on aurait pu avoir avec 4 coupes. Donc voilà, je pense que là, on a tous les facteurs aggravants et que avec les facteurs aggravants qu'on peut avoir, le 250 passe, le 400 ne passe pas. Et on a vu aussi, et ce n'était pas très clair dans la publication du Corpen, c'est que le 100 kg qu'il faut retenir là, c'est 100 kg sur le dernier rapport. On a vu que quand on fait 250 kg ou plus sur un premier rapport, quelque part, c'est consommé. L'enjeu, c'est de ne pas apporter trop d'azote sur la dernière coupe. Et là, je le redis, sur les dernières coupes, on a apporté du 80 mm et voire un peu avant du 160. Quand on fait de l'épandage dans la vraie vie, avec un enrouleur, on est à 40 mm. Voilà. Donc là, on avait fait ceinture bretelle en disant on force le trait, et en forçant le trait, ça passe. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on s'endorme, ça veut dire aussi que la directive nitrate, on a négocié le PAN 7, il y aura un PAN 8, il y aura un PAN 9, là on est parti pour beaucoup de pannes. Il faut aussi se mettre en tête que plus les effluents, on les épand à une période où ça pose moins de problèmes, mieux c'est, parce que là on est en période de dérogation à l'interdiction, et que les périodes de dérogation à l'interdiction, ça peut durer qu'un temps. Donc au moins sur tous les sites de DESI qui peuvent épandre avant le 15-10, ben, allons-y. Surtout que là, on aura valorisé toutes les luzernes, tous les jus de luzerne qui sont chargés. Après, si on n'a plus que de l'eau pluviale avec des teneurs très faibles en azote, on saura le renégocier. Et la directive nitrate nous donne des opportunités pour apporter moins de 20 kg par hectare. Et ça, on saura faire. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si au niveau du timing, ça l'a fait. Mais...
vous avez des questions. Non, pas de questions. Merci beaucoup, Philippe. Claude, il pose la question du rendement. Ah, merci de la poser. La question du rendement, eh ben, oui, il y a eu un impact sur le rendement. Il y a eu un impact sur le rendement, sur le premier rendement. Là. Parce que là, on avait un problème d'eau. Là, on a un problème d'eau, on a cassé du matériel et on a eu 2 tonnes de plus sur la première coupe. Ça c'est que là. Après, l'eau était plus limitante, plus d'impact. Mais la première coupe, moi, je peux vous dire, je me souviens d'avoir traversé une luzerne qui était avec les sacs à la main et on les a pesés, on a fait tout le job derrière. Alors, ça rejoint des choses que Pascal avait montrées. Hein. Il n'y a pas d'impact sur la teneur en azote de la. Voilà. On a un rendement supplémentaire, mais une teneur en azote qui est identique à ce qu'on a ailleurs. Mais on a le rendement. Je m'en souviens très bien. Merci beaucoup, Philippe, pour ta présentation et puis pour la réalisation de cette étude. Merci aussi à Kevin qui est dans la salle. Je sais que ce n'était pas forcément toujours une partie de plaisir. On en a fini pour la séquence Serra, donc on va clôturer. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, on est à disposition pour on est à disposition pour toutes vos questions. Luzerne de France, comme d'habitude, n'hésitez pas. On est preneurs. Merci beaucoup.